Louis XIV, le roi Soleil. Bienvenue dans la partie 2 du journal secret de Louis XIV. Bonne écoute à tous. Bonsoir à tous. Donc, je vous avais fait jeudi dernier une des premières années du journal secret de Louis XIV, retranscrit par François Bluch aux éditions du Rocher, et j'avais entamé l'année 1661 jusqu'à l'année 1664. Pour ceux qui n'ont pas été là ou qui n'auraient pas, disons, le départ, ils peuvent très bien réécouter le salon de jeudi dernier et comme ça avoir le récit dans son entier. Donc je vais démarrer à l'an 1665. Le 8 de janvier fut baptisé sur mon ordre en l'église Saint-Eustache à Paris un enfant né de la veille au palais Brion. D'Ercy, de son nom Philippe, de son prénom, son origine n'est connue que du sieur Boucher, accoucheur de mon très fidèle Colbert. Elle a déjà l'habitude de se voir enlever ses enfants, et le ciel ne saura ignorer qu'elle ne pêche pas que par amour. Le 12 janvier, nous rétablîmes l'ordre de Saint-Michel, fondé par Louis XI, restauré en 1661, et depuis lors accordé avec tant de complaisance qu'il a perdu beaucoup de sa dignité et de sa valeur. Il compte au moins 100 chevaliers de trop. 13 de janvier. Une gazette nouvelle consacrée aux sciences et à toute forme de savoir humain a vu le jour. Elle a pour titre le journal des savants. Colbert y attache du prix, et elle ne saura nuire à la gazette du sieur Renaudot. 28 de février. Depuis le 15 de ce mois, la salle de théâtre du Palais Royal ne désemplit point, dit-on. On veut à toute force voir la dernière comédie de Molière qui a pour nom Don Juan ou Le Festin de Pierre. C'est, semble-t-il, une pièce étrange, comme en témoignent les premières phrases. Le valet Signarelle, Molière lui-même, agitant une tabatière, solioque de la sorte, quoi que puisse dire Aristote de toute la philosophie, il n'est rien d'égal au tabac. La suite de l'avenant Molière est fort audacieux, fort imprudent, non de prôner cette horrible chose qu'est le tabac, mais de présenter un Don Juan non seulement libertin, mais hypocrite et bigot, si j'ai bien compris les relations de Dangeau et de Saint-Aignan. Le Don Juan de ce festin de Pierre ressemble trop à Tartuffe, ou du moins à l'un des dévots ombrageux qui continuent de s'opposer à la représentation du Tartuffe. Le 20 mars. J'ai fait dire à Molière d'abandonner son Don Juan lorsque sa représentation reprendront après la clôture de son théâtre. Le 25 mars. À Chartres, en pèlerinage, pour obliger la reine, en évitant de devoir pousser jusqu'à Saumur, et Notre-Dame des Ardilliers. Le 4 avril. J'ai fait mon bonjour à Saint-Germain-l'Auxerrois avant de toucher nombre de malades dans le jardin des Tuileries. Le formulaire du pape fait beaucoup parler. Puisse-t-il être un instrument de paix et non de discorde? Le 17 avril. Monsieur de Bussy-Rabutin, tout juste élu à l'Académie française, ayant laissé publier et circuler une misérable histoire amoureuse des Gaules, où rivalisent sur les princes et les gens de cour calomnie et médisance, est désormais de par nos soins enfermé à la Bastille. Son livre connaît un succès de mauvais aloi. Personne n'y est épargné, ni moi-même, ni monsieur le prince, ni madame de Sévigné, pourtant cousine de cet imprudent auteur. Et voilà comment on brise sottement une carrière militaire jusqu'ici prometteuse, sur laquelle se greffoie une réputation d'homme de lettres non dépourvu de talent. Le 20 avril. Quittant Paris pour retrouver Saint-Germain, j'offris à quelques seigneurs de la cour une belle promenade sur la rivière Seine que nous descendîmes à bord d'une galère. Le 29 avril. Je vins au Parlement tenir lit de justice pour imposer l'enregistrement de ma déclaration qui oblige tout gens d'église à signer le formulaire du pape Alexandre VII.
Son bref est du 15 février. Renouvelant la condamnation des 5 propositions jansénistes dangereuses pour la foi et intolérables pour l'Église. Le 4 de juin. Je reçus à Saint-Germain le plus grand artiste qui soit au monde. J'entends le cavalier Bernin, venu de Rome par l'entremise du surintendant des bâtiments. L'entrevue se passa fort honnêtement, évoquant son projet d'architecture destiné à la partie orientale du Louvre. Ce Romain promit de me faire de plus grandes et magnifiques choses que n'en avoient pu obtenir pape et empereur. Il termina son petit discours par une phrase à l'italienne. « Qu'on ne me parle de rien qui soit petit ». Plusieurs courtisans commençoient de rire de pareilles rodomontades. Mon regard sévère transforma leur rire en grimace. Monsieur le Bernin est assurément capable de faire une merveille à l'orient du Louvre. Encore devra-t-il respecter les obligations d'économie, d'utilité et de commodité que va lui imposer notre zélé surintendant. Le 12 juin. À Versailles, Molière nous joua le Favori, une pièce légère qui ne ressemble en rien au Festin de Pierre. Le 20 juin. Une déclaration en date de ce jour interdit formellement aux nouveaux convertis de retourner aux erreurs de la RPR. Le 9 de juillet. J'allois avec la reine à Saint-Germain rendre visite à la reine ma mère qui souffre depuis le 23 juin. Le 31 août. J'ai signé une déclaration en date d'aujourd'hui pour l'établissement de grands jours en la ville de Clermont en Auvergne. Cette commission extraordinaire aura pour tâche de rétablir l'ordre dans toute cette province, avec sévérité et sans exception de personne. Dans un pays tel que le nôtre, dont l'État a su imposer sa loi depuis la mort du cardinal Mazarin, je ne puis supporter que soit bafouée l'autorité de nos gouverneurs, intendants de justice et officiers royaux. Que les seigneurs pillards prennent garde et tout fauteur de désordre et auteur d'abus. Le 6 septembre. Invité à Saint-Cloud par monsieur, nous allons de fêtes en fêtes et nous en trouvons This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. très bien. Le 15 septembre, Molière nous régala à Versailles ce jour d'une comédie-ballet en 3 actes, L'amour médecin. Il redoutoit mon jugement sur ce divertissement presque improvisé. N'y voyant qu'un simple crayon, un petit impromptu. Le plus précipité de ceux que je lui ai jamais commandé, cette pièce, il est vrai, fut proposée, faite à prise et représentée en 5 jours. Les airs et symphonies et toits de Lully, un homme capable de rivaliser pour la promptitude avec son compère, Molière. La cour s'amusa fort et s'embaudit sans retenue au motif que l'on crut reconnaître derrière les 5 médecins de la comédie, 5 de mes médecins ordinaires. Les oisifs adorent chercher et penser, trouver des clés en toute littérature. 21 septembre. Mourut à Madrid le 17 de ce mois le roi Philippe IV à l'âge de 60 ans. Ce prince se trouva avoir été tout à la fois mon oncle et mon beau-père. Il fut roi dès l'âge de 16 ans, accorda longtemps un pouvoir immense au comte-duc d'Olivares, cet Espagnol qui fut souvent comparé à son adversaire, le cardinal de Richelieu. Reprit la Catalogne, mais perdit le Portugal. Il laisse pour héritier l'infant Don Carlos, devenu le roi Charles II, mais qui n'a que 4 ans. Le dit infant, qui est à la fois mon beau-frère et mon cousin, est encore bien éloigné de pouvoir régner par lui-même. Nos relations avec Madrid vont donc dépendre de la régence déjà installée en Espagne. On dit que l'infant a peu de santé. La succession d'Espagne, en cas de malheur, sera une affaire sûrement délicate, peut-être dangereuse pour la paix en Europe et pour mon royaume. Le 10 octobre. Le chevalier Bernin visita la manufacture des Gobelins, admirant par-ci, objectant par-là, avec une franchise vraiment ultramontaine et qui déplut. 17 octobre. Je vins à la pose de la première pierre avec le cavalier Bernini, débutant la future façade de l'est de notre palais du Louvre. J'ignore si ce Bernin, tellement orgueilleux, a des soupçons, mais cette première pierre risque fort d'être aussi la dernière, tant la surintendance des bâtiments s'interroge sur le coût de ces plans et élévations, et sur le goût même de leur inspiration, fort éloignée des normes habituelles de l'architecture françoise. 20 octobre. Bernin partit comme il était venu, content de nous, satisfait de lui-même. Son voyage nous coûte cher, mais la mise en œuvre de ses ambitieux projets nous eut à coup sûr ruinés. Le 1er novembre, fête de la Toussaint. Je fis mon bonjour aux feuillants.
C'est l'abbé Bossuet qui prêcha l'avant, sa réputation grandit. 1er décembre. Au sortir de la messe, Saint-Aignan m'a dit que M. Poussin était mort le 19 novembre en la ville de Rome, pour lui devenu comme une seconde patrie. Avec Poussin le Romain, notre royaume perd un de ses meilleurs peintres. Le 2 décembre. Mourut à Paris ce jour l'incomparable Arténis, Madame de Rambouillet, née Vivonne, belle-mère du duc de Montausier, et longtemps l'âme d'un cercle fameux établi en son hôtel de la rue Saint-Thomas du Louvre, véritable résurrection du Parnasse, de la Grèce et des académies de Florence. L'hôtel de Rambouillet, en ces temps rue des Grossiers, avoit maintenu et illustré les vertus françoises d'honnêteté, raffinement, civilité et courtoisie. Arténis, prénom précieux inventé par le poète Malherbe, est l'anagramme de Catherine. Le 12 décembre. Nous avons fait Colbert contrôleur général des finances. Il en faisait les fonctions depuis 4 ans, mais avec le titre modeste d'intendant. Depuis le début de l'année, il a créé ou développé plus de 20 manufactures, dont certaines auront le titre de manufacture royale. Je vais signer. Les plus notables de celles-ci sont la manufacture des tapisseries d'Aubusson, celle du Point de France, la manufacture royale des Serges, la manufacture des glaces et cristaux façon de Venise, et à Abbeville, la manufacture de draps fins de M. Van Robet. 31 décembre, dernier jour de l'année 1665. La santé de la reine, notre mère, ne se méliore aucunement en dépit des soins variés et incessants que lui imposent ses médecins. Absorbé par mes plaisirs, promenades, chasses, ballets, danses, je ne me suis sans doute point assez soucié de cette pauvre princesse si digne et courageuse. J'ai convoqué Colbert pour la revue des comptes des bâtiments, ainsi que nous avons procédé l'année passée à la même date. Les dépenses sont stables, elles vont à 3 270 000 livres. Le Louvre et les Tuileries coûtent un peu plus d'1 million, Saint-Germain 184 000, Vincennes 104 000. À Versailles, nous avons dépensé 586 000 francs, notoirement moins qu'en 1664. Durant toute l'année, l'ouvrage à la mode fut réflexion ou sentence et maxime morale par Monsieur le Duc de la Rochefoucauld, le plus grand seigneur des lettres françoises, comme Monsieur le Prince et Monsieur de Touraine peuvent être dits les plus grands seigneurs des armées françoises. On peut certainement regretter que Monsieur de la Rochefoucauld, qui enseigne la morale aux autres, n'ait pas toujours songé à la pratiquer lui-même, tant il est vrai que l'exemple est le meilleur des pédagogues. En effet, il n'a évité ni les pièges de la Fronde, ni la tentation des cabales et sa liaison avec la duchesse de Longueville, à qui il fit un bâtard, fut rien moins qu'édifiante, telles sont les contradictions de l'humaine nature. Voici clos l'année 1665. Je vais maintenant entamer l'année 1666. 15 de janvier. On donna à la reine, ma mère, une médecine dont la faculté attend beaucoup. De tout le jour, cette princesse eut les yeux trempés de larmes, mais elle dit à madame de Beauvais, « C'est seulement la douleur, vous savez que je ne suis pas pleureuse. » Sa souffrance augmente en effet. Monsieur et moi, nous avons à ses côtés partagé de terribles journées, admirant son courage, sa fermeté, sa dévotion. Notre mère ne cessa d'offrir au ciel le poids de ses douleurs. Dieu me veut châtier d'avoir eu trop d'amour-propre et d'avoir trop aimé la beauté de mon corps. Samedi 16. La reine, notre mère, n'attend plus que la mort. Elle dit à l'une de ses femmes, « Ne faut-il point mourir un jour? Ne vous affligez à l'avance? » Il est vrai qu'on ne saurait être mieux préparé en cette princesse à quitter un monde de tribulation, car depuis quelques mois, elle se confesse chaque jour et son confesseur lui parle de l'infinité bonté de Dieu et du grand voyage vers une éternité bienheureuse. Nul ne saura donc s'inquiéter de son salut, mais pour moi et pour monsieur, il est terrible de voir au long des jours tant de souffrances. Un roi de France ne se pouvant dérober au regard, ne pouvant révéler sa faiblesse à l'autrui, ni montrer son désespoir à une mère agonisante, je dus depuis quelques jours trouver de menus prétextes pour souvent me retirer et pleurer toutes les larmes de mon corps en un coin abrité. Dimanche 17 janvier. On dirait que le Louvre a déjà pris le deuil. Tout semble prochaine les fins des épreuves de la reine mère. À madame de Motteville, cette princesse a dit avec douceur, « Il n'est point d'endroit en mon corps dans lequel je sente de très grandes douleurs. » Ensuite, elle ajouta, « Dieu le veut, le dicte des chevaliers croisés. » Le lundi 18. La nuit passée, le grand aumônier de la reine mère dit la messe à la ruelle de son lit,
Elle reçut notre Seigneur avec une dévotion touchante en cet extraordinaire. La grâce de Dieu est infinie. Puisse-t-il prendre en pitié sa servante Anne d'Autriche et ne point prolonger trop longuement son calvaire. Aujourd'hui, cette princesse dit encore à son amie Madame de Motteville, j'ai abandonné mon corps à la justice de Dieu. Job, le vieux patriarche, avoit-il pareille foi et semblable espérance? 19 janvier. En fin d'après-dîner, le pouls de la mourante fut si mauvais que les médecins me vinrent trouver pensant venu le moment de songer au saint viatique. Avant de recevoir les derniers sacrements, la reine, ma mère, me voulut entretenir en particulier, puis parler à la reine Marie-Thérèse. Ensuite, nous voir les deux ensemble. Enfin, entretenir monsieur. Je pris connaissance de ses volontés avec un cœur de fils, plein de respect et de reconnaissance. Quant à monsieur, il fera sûrement bon usage des paroles d'admonestration, je les imagine telles quelles, qui lui ont probablement été adressées. On a dû lui demander de mener une vie bien plus rangée et de m'être agréable pour assurer l'harmonie de notre maison et la paix de l'État. L'archevêque d'Auch commua la reine mère, lequel reçut l'hostie avec son habituelle dévotion. J'étais debout au pied du lit et ne pus m'empêcher de dire à Madame de Beauvais, « Regardez la reine ma mère, je ne l'ai jamais vue si belle. » La mourante nous bénit tous, puis elle me dit, d'une voix redevenue ferme, « Faites ce que je vous ai dit. Je vous le dis encore, le Saint-Sacrement sur les lèvres. » Je répondis que bien sûr je n'y manquerais point. Dieu aidant, plus tard dans la nuit, on m'appela en raison d'un grand cri. Ce n'était que l'effet d'un cauchemar. Et ma mère dit à ses femmes, je vis encore, demandant excuse pour l'émotion qu'elle avait suscitée. Mercredi 20 janvier, jour de deuil. Venu comme j'ai écrit au chevet de la reine ma mère, au milieu de la nuit, les jambes me manquèrent. On me dut soutenir, secourir et éloigner du lit. Pousser dans le cabinet des bains, ensuite me jeter de l'eau au visage pour me ranimer. Depuis ce temps, notre mère fut en agonie, disant plus d'une fois à l'archevêque d'Auch, je voudrais souffrir davantage pour offrir davantage à Dieu. Le chagrin m'éloigna de son lit de douleur, cependant qu'un chagrin comparable cloua au contraire monsieur au chevet de l'agonisante. Je lui demandai de laisser notre mère en paix. Il refusa d'obéir. Dès qu'il fut assuré que la princesse avait quitté ce monde, ce matin avant 6 heures, mon frère l'embrassa longuement, puis il quitta Paris pour être à Saint-Cloud, seul avec son chagrin. Moi, je dus entendre la lecture des dernières volontés de notre mère, puis fus attelé pour Versailles, incapable de rester plus longtemps dans les lieux où elle avait tant souffert. Je pense de plus en plus que Anne d'Autriche ne fut pas seulement une grande reine, on la doit mettre au rang des plus grands rois. Le 26 janvier. Je signai ce jour à Saint-Germain une ordonnance portant que j'ai résolu de secourir les Provinces-Unies contre l'Angleterre. Il me faut bien constater que la vie continue et aussi que la raison d'État nous contraint parfois d'outrepasser nos sentiments naturels et légitimes. 11 février. Par un règlement signé ce jour, nous confirmons et créons, en tant que le besoin, une académie françoise de peinture, sculpture et architecture à Rome. C'est une idée qui nous est toi chère, qui intéressa le sieur Debrun, le sieur Perrault et le cavalier Bernin lui-même. Elle est en quelque sorte le prolongement naturel de notre Académie royale de peinture et de sculpture, et Colbert s'évertua à la réaliser. Pour former des gens jeunes, doués, au goût et à la manière des plus grands maîtres de l'Antiquité et des derniers siècles, 12 d'entre eux, c'est à savoir 6 peintres, 4 sculpteurs et 2 architectes, seront par nous entretenus à Rome sous la direction du sieur Charles Érard, peintre. Nous attendons beaucoup de cette création. 17 mars. La cour passa le carnaval au château de Mouchy, en Beauvaisois. Chez M. Dumière, les dames se divertirent, mais je profitois de ce séjour pour passer en revue 15 000 de mes soldats. Bien qu'on fût juste au corps de deuil, la compagnie se divertit fort bien, et il fut observé qu'il n'arriva de faire des chansons. Cependant, elle ne sembla pas heureuse, et sa tristesse ne passa pas inaperçue, ce qui m'irrita un peu. 22 mars. Parut ce jour un arrêt du Conseil ordonnant à nos intendants de rechercher et faire condamner par tout le royaume les usurpateurs de noblesse. Tous ceux qui prétendent à noblesse devront en fournir les preuves. Il n'y aura de surséance que pour ceux de nos sujets servant en nos armées.
Les gens de la cour vont sourire, au motif que cette grande recherche de noblesse est exigée par M. Colbert, dont le père, qui tenait à la marchandise, est né roturier, et ne descend aucunement des rois d'Écosse. Il n'y a point de sot métier. Puisque nous parlons de Colbert, il apparaît que ce ministre sait tout faire, et qu'il a des clartés de tout. Jurisprudence, finance, commerce, beaux-arts et belles lettres, etc. Avril du 5 au 15. La cour multiplia à Versailles les parties plaisantes en petits comités. Dans ce lieu délicieux, notre cour s'ébaudit des mieux. Dieu pardonne, nous en avons oublié le carême, qui pourtant nous prêche monsieur l'abbé Bossuet, et même notre deuil. Elle m'aime toujours avec la même ardeur, mais elle n'a guère d'esprit. Je pense parfois à un ragoût, bien préparé, où manque roi le sel et les épices. Le 24 avril, veille de la fête de la résurrection, je fis mon bonjour à Saint-Germain. Le 6 mai, hier et aujourd'hui, nous passâmes en revue nos plus belles troupes, dans la plaine d'Ouille. La reine, les dames et les seigneurs de la cour vinrent avec satisfaction la belle prestance de Monseigneur, le petit dauphin. En effet, sut défiler fièrement à la tête de son régiment. Le 25 de juillet, Fontainebleau n'est pas si éloigné que les rumeurs de la capitale ne s'y puissent entendre. Depuis 1 mois et demi ou davantage, entre 2 chasses ou 2 divertissements, les courtisans ne parlent que de la dernière comédie de Molière, Le Misanthrope. C'est une pièce en syntaxe en vers que son auteur mitonne depuis 2 ans, et presque tous, parmi mes entours, voient en elle un chef-d'œuvre dramatique. J'attends d'en juger par moi-même, mais je sais déjà que ce misanthrope est un ragoût pour les gens d'esprit, une énigme pour le reste du public. Il n'y a là, semble-t-il, rien qui ressemble à une farce, à une drôlerie. Tout est finesse et délicatesse, et la satire des courtisans, qui est l'objet premier de la comédie, amuse les gens de cour sans les choquer. À Fontainebleau, beaucoup plus encore qu'à Paris, il y a un jeu de société que ces jours-ci jamais ne lasse, qu'est l'Alceste. Certains parlent du marquis de Bellefonds et d'autres de monsieur le duc de Montausier. Qui est Philinte? Ici les noms foisonnent. Qui est Célimène? On se bouscule à la poterne, car il semble que cette jeune héroïne, si elle est coquette, a suffisamment de beauté, de charme et d'esprit pour attirer malgré tout les défauts du monde. Cependant, Molière ne s'est point laissé abattre par le manque de goût des Parisiens. Il va dans quelques jours reconquérir le terrain perdu, en livrant au public une comédie d'un tout autre genre, capable de refaire l'union de la cour et de la ville, de divertir aussi bien les honnêtes gens que les crocheteurs du port au foin, si tant en est que ces derniers puissent payer leur entrée dans le théâtre. Le 17 août. Eh bien, c'est toi, vrai. Molière a réussi à remplir à nouveau sa salle. Le médecin, malgré lui, présenté au public le 6 de ce mois, a fait, dit-on, de belles recettes. Il n'y a que la faculté de médecine de Paris pour bouder, ou pour contester la satire. Encore doivent-ils se protester qu'à la sourdine, puisque moquer l'ignorance de trop de médecins est un ancien usage. Et Molière le sait bien, qui a usé d'un vieux Fabio, bouffon, ayant pour titre le vilain mire. Les dévots condamnent le théâtre. Les amis et les ennemis du jansénisme se retrouvent unis pour le proscrire. Les prédicateurs fulminent, et vous, aux gémonies, auteurs, acteurs et spectateurs. Pourtant, la reine, ma mère, n'a jamais repoussé la comédie. Sa piété n'en était point choquée, et elle conduisa même sur ce sujet les docteurs de Sorbonne. En protégeant Molière contre les dévots, je suis mon propre sentiment et celui de Anne d'Autriche. Le 2 octobre, elle mit au monde une fille presque sous les yeux de madame, au château de Vincennes, et elle eut toutes les peines du monde à dissimuler son enfantement, comme elle avait eu bien du mal auparavant à cacher son état de grossesse. J'espère que cet enfant survivra, elle se nommera Marie-Anne. 7 octobre, nous avons signé un édit dont l'idée et le texte viennent encore de Colbert, donnant au sieur Riquet, bourgeois de Béziers et homme de finance, le pouvoir d'entreprendre et diriger la grande œuvre d'un canal des 2 mers, assurant la communication de la mer Océane avec la Méditerranée. Cet ouvrage demandera au moins 10 ou 12 ans d'efforts, étant donné la longueur du tracé et les contraintes du relief. Colbert pense que là où le canal de Briare requit 45 écluses, celui du sieur Riquet en pourra comporter près de 100. S'il arrive à terme, ce canal des 2 mers sera la merveille de la France. Novembre.
Toujours selon le conseil de Colbert, nous avons par lettre patente de ce mois-ci anobli le sieur Riquet sous la forme aimable d'un relief de dérogeance et anoblissement en tant que besoin. Depuis juin, j'ai multiplié les revues de mes troupes, surtout les compagnies de ma maison. Le 22 décembre. Ce jour fut installé rue Vivienne en la bibliothèque du roi et avec mon approbation totale l'Académie royale des sciences, une compagnie créée au mois d'août sous l'impulsion de Colbert et à l'imitation de la Société royale de Londres. Elle a pris le nom d'Académie royale des sciences, s'assemblera le mercredi pour traiter des mathématiques et le samedi pour travailler de la physique. Cette académie rassemble une vingtaine de personnes distinguées et savantes, parmi lesquelles l'abbé du Hamel, M. de Carcavie, M. Curot de la Chambre, sans oublier un jeune et savant physicien venu de Hollande, le sieur Huygens. Le 31 décembre. Comme les années précédentes, j'invite M. Colbert à un travail d'estimation et récapitulation des bâtiments au titre de l'année présente. Nous vîmes que les dépenses pour 1666 montèrent à 2 824 000 livres. Là-dessus, nos palais parisiens, Louvre et Tuileries, comptent pour 1 036 000 francs. Vincennes pour 106 000, Saint-Germain pour 55 000, Fontainebleau pour 37 000. Versailles, dont mon surintendant trouve la dépense excessive, monte à 291 000 livres. Ce n'est point si cher payer le plaisir d'être vraiment chez moi, et celui de recevoir et divertir la cour. J'omis de marquer l'arrestation à la mi-mai de 2 jansénistes fanatiques, messieurs Fontaine et de Sassu, durement embastillés depuis lors. Voilà la fin de l'année 1666. Je vais maintenant, après m'être désaltéré un petit peu, vous compter l'année 1667. Donc, 1667. Le 2 janvier, à Saint-Germain, la reine accoucha à 10h du soir d'une petite fille qui sera Marie-Thérèse comme elle. Lorsque l'on m'en prévint, j'étais déjà en costume pour danser le ballet des muses de Benserade. Du 4 février. Hier et ce jour, j'ai passé mes troupes en revue dans la plaine d'Ouille. Monsieur et madame m'accompagnoient. Du 28 février. Les fêtes du carnaval à Versailles furent des plus brillantes et se sont terminées à la satisfaction de tous par le carrousel des Amazones où les dames ont caracolé devant l'orangerie. Le 15 de mars. Pour porter remède au désordre incessant que l'on voit à Paris, j'ai voulu rétablir la police de notre édit de ce mois, registrée ce jour en Parlement. Il crée un lieutenant de police, une charge désunie de l'office de monsieur le lieutenant civil. 26 mars. Toujours en pleine douille, nous assistâmes à l'exercice du régiment des gardes françoises. Le 3 avril, on a promulgué mon grand édit d'avril, lequel réforme la procédure civile. Les flatteurs sont déjà à l'œuvre, qui lui donne le nom de Code Louis. Du 9 avril. Aujourd'hui, qui est à la veille de Pâques, je fis mon bonjour à la paroisse de Saint-Germain avant de toucher les malades. Le 18. Nous avons établi un tarif nouveau des droits d'entrée et de sortie du royaume pour les denrées et marchandises. Le 20. Je vins ce matin au Parlement tenir lit de justice pour l'enregistrement de plusieurs édits qui ne pouvaient demeurer longtemps en attente. Je crois qu'elle est encore grosse. Il est assuré aussi que je me lasse d'elle, encore qu'elle soit douce et bonne. 8 mai. J'écrivis à la reine d'Espagne régente, lui rappelant que sa couronne n'avait accepté aucune de nos demandes inscrites l'an passé en un traité des droits de la reine, fort bienvenu. Le roi d'Espagne mourut en 1665, ses possessions aux Pays-Bas devront revenir à la reine de France, infante née du premier lit, selon les principes de dévolution et de la coutume de Brabant. Je ferai demain une lettre aux États généraux des Provinces-Unies afin de leur annoncer la rupture de la paix entre la France et l'Espagne. Du 13 mai. Le Parlement enregistra nos lettres patentes de mai, érigeant en duché la terre de Vaujours en faveur de Madame de la Vallière. C'est une terre qui assure 100 000 livres de rente.
et légitimant sa fille Marie-Anne, dont je pense à faire une mademoiselle de Blois. Du 15 mai. Les réflexions vont bon train sur le duché de L. La reine vit là une réforme de disgrâce et semble avoir pris en pitié la nouvelle duchesse. Quelques-uns voient dans mon geste, au contraire, un redoublement de faveur. D'autres seigneurs ou dames s'attendent à un départ de la cour ou à l'annonce d'un prochain mariage de la dame de Vaujours. Cette incertitude me convient fort, puisque c'est là le résultat que je voulois obtenir. Le 16 mai. Nous avons pris, moi, la reine et la cour, la route qui conduit à la Flandre. La duchesse de Vaujours, c'est la voie pour deux sols d'esprit, se doit maintenant trouver un mari. Varde ou quelques autres. Pour l'enfant de sa grossesse, nous aviserons à sa dévolution. Le 24, elle fut priée de regagner Paris. Le 8 juin, je rejoignis la reine à Avesnes, après avoir remis en état les fortifications de Charleroi ruinées par le gouverneur espagnol. Ici, nous apprîmes la mort du pape Alexandre VII. Du 26 juin. Tournai tomba après seulement 4 jours de tranchées ouvertes. Le 28 juin. J'appris que les savants définirent avec soin le méridien pour la construction au sud de Paris d'un observatoire, une tour d'où l'on observe les astres. C'est M. Perrault de l'Académie des sciences, frère de M. Perrault des bâtiments, qui construira cet édifice en liaison avec notre Académie des sciences. Du 2 juillet. On sut que le nouveau pape est le cardinal Rospigliosi, lequel prend le nom de Clément IX. Le 6. Voici que Douai fit sa reddition après 3 jours de siège seulement. J'y ferai mon entrée demain. Le 18. Ce fut au tour de la citadelle de Douai de se rendre. Le 24 juillet. Je fis avec la reine une entrée solennelle à Douai. Le 17 août. Mon voyage aux Pays-Bas eut un côté satisfaisant, puisque nous avons pris beaucoup de villes et puisque j'eus les dernières faveurs de la belle ATH. J'y comptois pourtant un aspect déplaisant. La duchesse de Vaujours ayant eu l'audace de venir rejoindre la cour dont je la vois écartée, et d'y revenir sans avoir été mandée, elle y gagna d'irriter la reine et de m'irriter moi-même. Le 18 août. On sut que Molière reprit le 5 de ce mois son Tartuffe, devenu l'imposteur et passé de 3 à 5 actes. Le succès en fut immense, mais dès le lendemain, Monsieur le Premier Président Lamoignon crut bon d'interdire cette comédie, laquelle fut encore condamnée, dans les jours qui suivirent, par l'archevêque de Paris. 28 août. L'île capitula. 2 septembre. Le 31 août, nous écrasâmes près du canal de Bruges tout le corps de cavalerie de Monsieur le Prince de Ligne, lequel, en cette affaire, perdit 1500 chevaux, 18 étendards et plusieurs drapeaux. Le 7 septembre. Après 3 mois d'éloignement, je me plus à retrouver Saint-Germain. Je vais faire une proclamation pour annoncer notre paix avec l'Angleterre. 1er octobre. Je fus au Palais Royal visiter monsieur qui est souffrant. 3 octobre. Elle eut un fils né à Versailles dans le secret. Il sera nommé Louis et je pense l'appeler comte de Vermandois. 15 octobre. J'inspectois les travaux des Tuileries et du Louvre, avant d'ensuite visiter la manufacture des Gobelins. 9 novembre. Nous nous établîmes pour l'hiver aux Tuileries. 13 décembre. Nul ne sait combien je me suis déjà attaché à ATH, qui est jeune, pleine d'esprit, et d'une beauté incomparable. Seule la tristesse de elle, trop apparente, nous pourra trahir. Le 24 décembre, je fis mon bonjour aux Jacobins, réformés de la rue Saint-Honoré, achevois mes stations du Jubilé à Saint-Roch, puis je touchois les pauvres malades aux Tuileries. Du 31 décembre, l'année 1667 où notre campagne aisée en Flandre vit Paris pavé de neuf et mieux polissé. À Versailles, je fis creuser le début d'un grand canal. En novembre, j'ai invité Molière à la cour pour l'aider après ses déboires. Notre travail avec Colbert fit apparaître avec assez de détails les comptes des bâtiments. Ils montèrent à 3 504 000 livres, dont 858 000 pour nos palais de Paris, 197 000 pour Versailles et 167 000 pour Vincennes. Les gratifications aux gens de lettres alloient à 91 000 francs. Colbert devra observer que la dépense de Versailles ne fut point excessive. D'ailleurs, je suis le maître, même si en sa présence, il m'est arrivé parfois de l'oublier. Voilà l'année 1667 qui se termine. Je vais vous faire l'année 1668
et vous aurez la suite de la lecture du journal secret de Louis XIV, si vous le voulez bien, jeudi prochain. Finissons donc cette partie 2 par l'année 1668. Le 16 de janvier, on m'assure que la nouvelle comédie de Molière, Amphitryon, obtient au Palais Royal un étonnant succès par un mélange heureux de galanterie, de gaieté, d'invention et de drôlerie. On y compte les amours de Jupiter avec Alcème, épouse du général Amphitryon. Amour sincère dont la mythologie faisoit naître Hercule. Que pourroit penser notre bien gênant monsieur de Montespan s'il entendoit cette tirade de Jupiter? En moi, belle et charmante Agnès, vous voyez un mari, vous voyez un amant. Les laments seuls me poussent à parler franchement, et je sens près de vous que le mari me plaît. Il faut que Molière nous l'ajoute bientôt au livre. Le 18, nous dansâmes le ballet de la mascarade royale, où je pense le premier rôle tout. Le 2 février, je quittois Saint-Germain ce jour de leçon la reine, à théâtre et elle pour m'emparer de la transmission au mépris des usages du quartier d'hiver. Monsieur le Prince m'aidera. 14 février, dont la capacité qui fait mon entrée. Dimanche 19 février. Je reçois maintenant la capitulation de Gray et puis y faire une glorieuse entrée avant de m'en retourner. Le 24, je suis de retour à Saint-Germain. Je me porte bien après cette promenade militaire. Un indiscret fit traîner à mon intention cette méchante pasquinade. On dit que la Vallière s'en va sur son déclin. Ce n'est que par manière que le roi suit son train. Montespan prend sa place, il faut tout y passe, ainsi de main en main. Ce, par manière, s'il est impertinent, n'est point du tout sot. Le public n'a pas à connaître, moins encore à juger, mes intentions. S'il le faut, je garde roi en bonne place, elle, à ma cour, pendant des mois ou même des années. Le 28 de mai. Monsieur nous reçut à Saint-Cloud, où nous sommes divertis dans le parc avec les dames, avant de voir en un décor de verdure une assez plaisante comédie, Le Régal des dames. Le 29 mai. Nous allâmes au palais pour voir ratifier en Parlement le traité de paix signé à Aix-la-Chapelle le 2 du présent mois. C'est une paix utile et glorieuse qui nous apporte Bergues, Furnes, Charleroi, Armentières, Menin, Audegarde, Tournai, Courtrai, Ath et Douai. Lille surtout, qui avec Tournai nous tenoit et nous tient fort à cœur. Mais c'est aussi une paix raisonnable, puisque nous avons rendu la Franche-Comté à notre jeune cousin, le roi d'Espagne. Le 17 de juillet, nous nous préparons à aller demain à Versailles, où nous donnons ce que j'appelle déjà le grand divertissement. Je veux qu'il surpasse ce qui a jamais été fait de plus mémorable. Monsieur le duc de Créqui, comme premier gentilhomme, s'occupera de la comédie, dont de Molière et de Lully. Le maréchal de Bellefonds, comme premier maître d'hôtel, prendra soin de la collation et du souper. Colbert, comme surintendant, s'occupera des lieux destinés au divertissement et des feux d'artifice. Le sieur Vigarani dressera le théâtre. Le sieur Gizet préparera l'endroit du souper. Le sieur Levaux, l'endroit du bal. Cette fête de Versailles remplacera les divertissements du carnaval et célébrera la paix conclue à Aix-la-Chapelle. Elle aura un autre motif, celui-là secret, d'honorer la belle ATH, qui en sera la reine non couronnée. Colbert pense que l'ensemble ne fera point une dépense supérieure à 120 000 francs. Le 19 juillet. Le grand divertissement de Versailles réussit au mieux et tint toutes ses promesses, sauf celle de la discrétion, car la cour comprit qu'il marquoit la victoire de ATH. Tout comme les plaisirs de l'île enchantée avaient 4 ans auparavant célébré celle de L. Après une promenade dans le parc, agrémentée de 100 jets d'eau, on servit une magnifique collation dans le bosquet de l'Étoile. Une nouvelle promenade conduisit à la comédie Georges Dandin de Molière avec les ballets de Lully qui suivirent notre souper et un bal sans pareil. Un feu d'artifice géant fut la conclusion, lequel illumina le parc et le château, achevant en apothéose la magnificence de tous ces spectacles. Le 5 août, la reine accoucha heureusement d'un enfant que nous appellerons Philippe Charles. Le 17 septembre, Molière joue une nouvelle comédie depuis le 9 de ce mois, L'Avare, pièce dont le sujet est imité par Pleute. Elle n'eut point le succès espéré. C'est en vain que l'auteur voulut égayer ses syntaxes par plusieurs bouffonneries. Les spectateurs, impressionnés par la satanique figure d'Harpagon, ne trouvèrent point à bien rire. Il va encore falloir que j'attire Molière à la cour pour le remettre en selle, le pauvre.
Le 21 septembre, Monseigneur s'est décidé, aura pour gouverneur Monsieur le duc de Montausier. Le 29 septembre, me voici pour 2 semaines à Chambord, royaume de la chasse, autant et davantage que naît Fontainebleau. Le 8 octobre, survint à Rome un bref du pape Clément IX que seul pourront entendre dans son détail un théologien et un casuite réunis, mais qui, traduit par les honnêtes gens, signifie à peu près paix dans l'Église de France et que le formulaire, désormais atténué, ne soit plus prétexte à conteste et à chiisme. Le 16, c'est vraiment la paix de l'Église, la paix clémentine. Le 13, le nonce a reçu à Paris messieurs Arnaud et Nicole, et il a dit à monsieur Arnaud, vous avez, monsieur, une plume en or. Qui au roi cru cela il y a 1 ou 2 ans. Le 21 octobre, à peine étais-je revenu à Saint-Germain que monsieur de Turenne me vint voir. Il me dit qu'il désiroit ne plus parler dans le secret. Je lui répondis qu'il pouvait se confier. Sire, me dit-il, c'est que je veux changer de religion. Ah, que je suis aise, répondis-je, et je le pris dans mes bras jusqu'à ce jour. Le maréchal fréquentoit le temple de Charenton et les religionnaires vont être fort étonnés. Ce sera pour eux un coup de foudre, comme ce sera un sujet de joie dans toute la catholicité. Nous savions que M. de Turenne s'appliquait à comparer les doctrines, qu'il reprochoit à ceux de la RPR leurs sentiments républicains, et qu'il méditoit le mystère de l'Eucharistie. Mais l'annonce de son abjuration prochaine ne laissera point de me surprendre. Du 23 octobre. Le vicomte de Turenne renonça ce jour aux erreurs de Calvin entre les mains de M. de Péréfixe, archevêque de Paris. Ensuite, de quoi il se confessa, oui, la messe à Notre-Dame, et reçut la Sainte Communion. Tout s'est fait presque à la dérobée. Mais la nouvelle va partout, comme une traînée de poudre. Les uns disent que du vivant de Madame de Turenne, le maréchal n'eût pas bougé. D'autres voient de l'ambition en son geste. Être bien en cour, pouvoir obtenir le cordon bleu, espérer de devenir quelque jour connétable. Quant aux religionnaires, dans la désolation, ils disent avoir perdu leur meilleur protecteur. Le 24 octobre, M. de Pomponne vint à Saint-Germain me présenter son oncle, M. Arnaud, lequel fut courtois, déférent, modeste et presque humble. Je lui dis que j'avais été aise de voir et ouïr un homme de son mérite, et que je l'estimois fort, et enfin que je pensois qu'il sauroit employer les talents qui, par lui, reçus du ciel à défendre l'Église. L'abbé Le Tellier, coadjuteur de Reims, fut enchanté de toutes ses politesses, non moins que M. de Pomponne. Le 27. Chacun continue de s'interroger sur le changement de religion de M. de Turenne. L'ambassadeur de Venise déclare « C'est un gain pour l'Église, un coup mortel porté ici aux Huguenots. On assure que M. de Lorgue, qui ne tardera point d'imiter son oncle. Madame de Roy, au contraire, ne décolère pas, et vous, son frère, aux gémonies. Une manière de torpeur s'est abattue sur Charenton. Depuis l'incendie du Louvre, il y a 7 ans, où M. de Turenne vit reculer les flammes devant le Saint-Sacrement, notre cousin s'interrogea sur la présence réelle, niée par les Huguenots. Il eut les conférences sans fin avec l'abbé Bossuet, l'homme d'église le plus capable de le guider. En bref, son changement s'était préparé avec lenteur et avec méthode. Le 31. M. de Péréfixe, assoupli par mon accueil, fait au grand Arnaud, a reçu ce jour avec honnêteté messieurs Fontaine et de Sacy, sortis quelques heures auparavant de la Bastille. C'est vraiment la paix de l'Église, pourvu que cela dure. Le 2 novembre, Molière est à Saint-Germain pour quelques jours. Grâce à lui, je peux divertir la cour et venir en aide à un excellent auteur et à sa troupe pleine de mérite. Les gens d'église vont continuer de tonner contre le théâtre. J'agirai là-dessus à ma convenance. Lorsque l'on me presse trop, je cite l'exemple de ma pieuse mère qui jamais ne condamna la comédie. Le lundi 31 décembre. Ayant passé les fêtes de Noël à Versailles, qui attirent les regards à chacun depuis le grand divertissement, et où j'ai fait creuser un premier bassin de ce que je veux être bientôt un grand canal, je suis aujourd'hui revenu aux Tuileries. Selon mon habitude, j'ai travaillé avec Colbert pour les départements des bâtiments. La dépense de ces derniers va cette année à 3 577 000 livres, dont 90 000 pour les pensions des gens de lettres, c'est à savoir 909 000 au chapitre de Louvre et des Tuileries, 124 000 à l'intention de Vincennes, 339 000 pour Versailles, le reste à l'avenant. Colbert ne m'avoua point abusé, le grand divertissement ne coûta pas plus de 117 000 francs.
Mon particulier s'est réglé presque tout seul. Elle a enfin compris que ATH la voit sur elle, emportée dans mon affection. Mais elle est si douce qu'elle demeure l'amie de ATH et veut bien partager son appartement. Ce bon accord est infiniment précieux. Je puis aller chez les dames sans que la reine ou les courtisans s'interrogent. Je peux promener la reine, ATH et elle. J'ai mis, Dieu pardonne, un ordre apparent et trompeur en mon présent désordre. Voilà la fin de l'année 1668. Je vais clôturer cette petite lecture du jeudi par la fin de cette partie 2 du journal secret de Louis XIV. Louis XIV était un roi guerrier. Un roi qui voulait faire de la France un très grand pays. Un roi craint de tous, un roi respecté, aimé et connu dans le monde entier. Nous espérons que le récit sur Louis XIV partie 2 vous aura plu. Nous vous donnons rendez-vous pour une nouvelle histoire de France, le journal secret de Louis XIV partie 3.